Eh bien, Marion, vous avez donc la parole pour nous parler de la coopération, instrument d'une concurrence efficace, l'exemple des ententes en droit de la concurrence. Merci Madame la Présidente. Bonjour virtuel à toutes et à tous. Alors en préalable, je tiens évidemment à remercier les organisateurs de ce colloque. En temps normal et d'expérience, je sais que l'organisation d'un tel événement demande une énergie considérable. Donc par ces temps troublés, je ne peux que m'incliner et les doctorants Tourangeau avec moi face à la détermination de nos collègues doctorants orléanais. Donc encore une fois, merci. Et juste une petite précision, je suis doctorante en droit public. Voilà, je le précise pour clarifier l'approche de mon intervention. Très bien, pardon. À l'objet de mon propos, la coopération, instrument d'une concurrence efficace, l'exemple des ententes en droit de la concurrence. Alors lorsque j'ai pris connaissance du thème de ce colloque, je me suis dit qu'évidemment, il y avait en matière d'entente anticoncurrentielle un terreau fertile à l'opposition entre la coopération et le droit, ici le droit de la concurrence. En effet, comme chacun le sait, lorsque des opérateurs économiques s'entendent, donc coopèrent, ils faussent le libre jeu de la concurrence, puisque la concurrence, c'est le conflit dans le sens d'une compétition permanente, qui explique que ces ententes soient prohibées tant par le droit interne que par le droit de l'Union européenne de la concurrence. Et il en est ainsi respectivement à l'article L420-1 du Code de commerce et à l'article 101, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Qui plus est, la prohibition de cette forme de coopération est largement commentée tant par la doctrine la plus avertie que par la presse généraliste. D'une part, parce que les ententes concernent bien souvent des produits de consommation courante, je pense évidemment aux cartels sur le lait, sur les lessives, sur les compotes, sur les jambons récemment, ou parce qu'elles concernent des services auxquels tout à chacun fait appel au quotidien. Et là, je fais référence aux cartels sur la téléphonie mobile ou celui des banques. Donc, d'une part, cette coopération est un sujet notoire parce qu'elle a des impacts concrets sur le quotidien des consommateurs. Les prix bondissent quand même de 30 à 40% à cause des ententes en moyenne. Et d'autre part, parce que cette interdiction se traduit par des sanctions pécuniaires, dont le montant fait souvent pâlir. L'autorité de la concurrence a franchi le milliard d'euros d'amende contre Apple, quand la Commission européenne a donné elle 3 milliards d'euros contre les constructeurs de camions il y a quelques années. Toujours est-il que l'évidence aurait été d'opposer la coopération à la concurrence, tant une conciliation entre les deux paraît contre-intuitive. Mais ce serait trop vite oublier que la concurrence n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un moyen de parvenir à la réalisation du marché intérieur et derrière au bien-être économique des citoyens européens. Par conséquent, concevoir la concurrence comme un moyen parmi d'autres de parvenir à cet objectif instaure déjà l'idée d'un équilibre à trouver. Et plus précisément, il s'agit, comme l'écrit la Cour de justice, de garantir une dose de concurrence nécessaire. Autrement dit, une concurrence, ne serait-ce que possible, peut déjà être considérée comme une concurrence efficace. Alors, immédiatement, nous réalisons que l'antagonisme entre coopération et concurrence est susceptible de se dérober dès lors que la coopération ne remet pas en cause l'intensité minimale de la concurrence requise par et pour le bon fonctionnement du marché. Alors, cette hypothèse d'un équilibre entre coopération et concurrence, elle trouve, du moins j'en ai retenu deux illustrations en droit des ententes, lequel autorise ou pardonne certains comportements anticoncurrentiels des entreprises, qui permet le passage d'une situation de conflit à celle d'un équilibre entre les intérêts des entreprises, les intérêts des individus évoluant sur le marché, les consommateurs, les travailleurs, ainsi que les intérêts objectivés de la concurrence sur le marché, défendus par les autorités nationales de la concurrence. La
première illustration résulte des articles L420-4 du Code de commerce et 101 paragraphe 3 du TFUE, lesquels prévoient que les ententes, que certaines ententes sont légales, soit parce qu'elles, je cite, résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application, soit parce qu'elles ont, je cite de nouveau, pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois. Alors là, je vous ai eu la formulation du Code de commerce, mais celle du TFUE est en tout point ou presque similaire. Dans cette première illustration, la coopération entre opérateurs économiques permet de trouver un équilibre entre la concurrence et d'autres intérêts publics économiques qui contribuent au bon fonctionnement global du marché. La seconde illustration existe dans le droit de l'Union européenne depuis 1996 et en France depuis 2001, et je veux bien entendu parler des programmes de clémence qui d'ailleurs sont eux-mêmes facilités par la coopération qui s'opère entre autorités nationales de la concurrence via le réseau européen de la concurrence. Toujours dit qu'avec la clémence, une coopération institutionnalisée entre opérateurs économiques et autorités de la concurrence permet de rétablir par un système de dénonciation une concurrence efficace, donc là encore l'équilibre sur le marché. Les coopérations, elles sont donc formalisées, elles bénéficient d'une assise juridique au sein du droit de la concurrence, et leurs nombreuses applications, ou au moins tentatives d'application, témoignent de leur vitalité. Alors, une fois ces deux illustrations posées, la problématique réside dans l'appréhension du fondement de ces coopérations, que nous pourrions qualifier de miraculeuses, parce que les intérêts en jeu paraissent totalement antagonistes. D'un côté, l'intérêt des entreprises, c'est de prétendre au meilleur rendement économique, donc de tuer, ou au moins de maîtriser la concurrence, et on va dire que les intérêts publics leur sont secondaires. De l'autre côté, l'intérêt des autorités de la concurrence, qui envisagent, elles, la concurrence comme un intérêt général, c'est précisément, dans une société libérale, de combattre les entreprises qui la posent au détriment des consommateurs, des travailleurs et du fonctionnement du marché. L'équilibre entre coopération et concurrence paraissant nettement compromis, on peut se demander comment le droit est parvenu à cet exercice de funambulisme. Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps que les règles de droit autorisant cette coopération semblent reposer sur une rationalité marchande. Autrement dit, si les entreprises coopèrent, c'est bien parce qu'elles ont un intérêt économique à le faire, et si les autorités normatives acceptent ces coopérations, c'est bien parce que l'intérêt objectivé du marché qu'elles défendent y trouve aussi son compte. Mais dans un second temps, nous affinerons ce raisonnement en nous éloignant d'une lecture trop formaliste et en soulignant que loin d'être seulement autorisées à coopérer, les entreprises sont en réalité incitées à coopérer pour précisément, et sans toujours en avoir conscience, ou du moins sans que ce ne soit leur objectif premier, permettre une concurrence efficace. Alors les règles de droit nous alors certes sur une rationalité marchande, mais celle-ci est guidée par une stratégie judicieusement maniée par les autorités normatives qui naît de ce qu'on appelle, de ce qu'on a coutume d'appeler l'économie comportementale. Première partie, une coopération fondée sur la rationalité marchande. Alors dans le premier cas, celui d'une entente légale, la concurrence est faussée, assurément faussée par le comportement coopératif spontané des entreprises. Cela dit, par un jeu de mise en balance des intérêts coexistants sur le marché, les effets anticoncurrentiels de l'entente, qui satisfont les intérêts économiques des entreprises, vont être contrebalancés par d'autres effets, économiques et sociaux cette fois, même si le social reste englobé dans l'économique, qui, eux, satisfont les intérêts des consommateurs et ou des travailleurs. Autrement dit, interdire par principe toutes les ententes priverait le marché des bienfaits économiques et sociaux que certaines ententes peuvent engendrer. Ce serait alors de forcer l'instauration d'une concurrence effective et pas seulement efficace au détriment de la coopération, qui se révélerait relever d'une irrationalité économique totale et qui provoquerait un déséquilibre sur le marché. Force est de constater que le droit, non sans rigoureusement contrôler ce fait justificatif qui l'autorise, prend acte du bilan économique positif de cette coopération sur le fonctionnement du marché. Dans le second cas, celui d'une entente dénoncée, la concurrence s'avère également faussée, parfois pendant des durées relativement longues.
Or, là encore, les entreprises effectuent un calcul économique. Dès lors qu'une exonération de sanctions pécuniaires leur sera plus profitable que les avantages financiers qu'elles tirent de l'entente et ou qu'elles sentent que l'entente est sur le point de craquer, elles décident de la dénoncer, ce qui atténue au passage, vous le disiez tout à l'heure, une mauvaise publicité de leur image de marque. Aussi, cette coopération bénéficie en première intention aux intérêts économiques des entreprises, mais aussi aux intérêts des consommateurs, qui retrouveront les bénéfices d'une concurrence efficace, puisqu'il sera mis fin par l'autorité de la concurrence ou la commission à la pratique anticoncurrentielle dans des délais plus courts que s'il avait fallu un travail d'enquête, j'allais dire, à partir de rien. Donc là encore, le droit de la concurrence, en pardonnant ce comportement, résulte d'une rationalité économique dont l'ensemble des intérêts du marché ressort gagnant. Donc pour résumer, dans un cas, les entreprises coopèrent, gagnent des parts de marché et au passage satisfont, presque malgré elles, des intérêts sociaux qui blanchissent leur comportement anticoncurrentiel. Dans l'autre cas, les entreprises dénoncent une coopération, bénéficient d'une exonération d'amende alors même qu'elles se sont préalablement enrichies grâce à l'entente, et elles rétablissent par la même occasion la concurrence sur le marché. Au vu de cette première partie d'analyse, tout se passe comme si les entreprises, et avec elles la pure rationalité marchande, étaient maîtresses de la coopération. Comme si le marchand avait orienté les juridiques, comme si la protection juridique des intérêts publics économiques était conditionnée par la primauté des intérêts privés économiques. Mais en réalité, ce comportement coopératif, rationnel des entreprises est loin de reposer sur le calcul économique spontané pour lequel le droit se serait passivement contenté d'émettre un blanc-seing. Ce qui m'amène à la seconde partie, une coopération impulsée par l'économie comportementale. Le droit est loin d'être en proie ou soumis à la rationalité marchande. Les coopérations permises ne sont pas, ou pas seulement, la résultante d'une domination de l'économie sur le droit. Elles ne sont pas, ou pas seulement, l'homologation d'un comportement des entreprises qui serait celui d'un homo economicus qui prendrait seul mais omniscient et hyper rationnel des décisions dans son propre et seul intérêt. En réalité, un instrument maîtrisé, de plus en plus maîtrisé, en amont par les autorités normatives, est furtivement venu se superposer, voire assujettir, la rationalité marchande. Et cet instrument, c'est l'économie comportementale. Alors rapidement, l'économie comportementale vient de la rencontre entre l'économie et la psychologie. Et elle postule que la suggestion indirecte peut influencer la prise de décision de manière tout aussi efficace que l'instruction directe, sinon plus. En fait, c'est la logique des nudges. Influencer nos comportements à la fois pour notre propre intérêt et pour l'intérêt général. Or, la coopération dont je vous parle depuis tout à l'heure est indirectement impulsée. Soit parce que, dans le premier cas, les entreprises sont incitées à réfléchir à l'intégration d'une dimension sociale à leurs ententes. Là encore, on en parlait en permettant la création d'emplois, par exemple, pour légaliser donc ces ententes, et c'est d'ailleurs à elles d'en apporter la preuve. Soit parce que, dans le second cas, les entreprises sont incitées, par le mécanisme de l'exonération, à dénoncer leurs ententes inégales pour échapper à la panoplie de sanctions juridiques. Et de surcroît, cette incitation à la coopération, et c'est peut-être là que se situe le véritable nudge dans les procédures de clémence, a favorisé la mise en place massive de programmes de conformité au sein des entreprises, lesquels permettent de former les salariés notamment au risque d'infraction aux règles de la concurrence et de mettre en place des bonnes pratiques. Donc, de cette coopération incitée naît une véritable culture de la concurrence, impulsée par les autorités publiques, mais mise en œuvre par les pouvoirs économiques privés. Les entreprises, en fait, elles sont appelées à doser les intérêts du marché et à pallier les carences d'un droit répressif, d'un droit de la concurrence répressif, qui atteint de plus en plus ses limites face à la globalisation des marchés et au gigantisme de certaines entreprises. Donc finalement, la coopération, c'est une preuve supplémentaire de ce que la spontanéité ou l'autorégulation du marché et avec lui de la concurrence n'existe pas.
Et le droit ici, s'il se contente de fixer un cadre normatif, parce que ce sont bien les entreprises qui restent à l'origine du déclenchement factuel de la coopération, le droit reprend quand même la main sur le marché. C'est en quelque sorte le renouvellement du mythe de la main invisible. Voilà, la main invisible des temps modernes. Et il n'empêche qu'une fois la coopération mise en œuvre, là encore la main du droit rejaillit, puisque les autorités de la concurrence, puis les juges, contrôlent, donc, en ce qui concerne les ententes légales, la réalité du progrès économique, le caractère indispensable et adapté des pratiques en cause pour l'obtenir, l'existence d'un bénéfice pour les consommateurs et l'absence d'élimination de toute concurrence, le tout dans un contrôle de proportionnalité qui lui aussi mêle une analyse juridique et une analyse économique. Et en ce qui concerne les ententes dénoncées, ces mêmes autorités contrôlent que l'entreprise contribue de façon positive au traitement du cas, en particulier en apportant des preuves de l'entente, et qu'elle coopère de façon véritable, totale, permanente et rapide au traitement de l'affaire. Finalement, les grandes gagnantes de la coopération, ce sont les autorités nationales de la concurrence. En conclusion, la régulation concurrentielle, qui doit permettre le dosage d'une concurrence efficace, est de moins en moins le fait d'un droit imposé, qui s'avère donc partiellement inefficace, mais donc de plus en plus le fait d'un droit souple, dont la coopération est devenue un outil aux côtés de la négociation ou de la contractualisation, par exemple. Et le secret de l'équilibre entre coopération et concurrence, c'est celui d'un rapport circulaire entre le droit et l'économie, les deux se nourrissant l'un l'autre, sans être pour autant hermétiques à des considérations extérieures, éthiques ou morales notamment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, chère Marion, de votre exposé parfaitement brillant et qui montre la coopération nécessaire entre le droit et l'économie, entre le droit privé et le droit public. Et effectivement, le droit de la concurrence est un très bon exemple de ces coopérations.